Bonjour à tous, bienvenue sur cette entrevue exclusive sur la Coupe. Chers partisans de la LHJMQ, le moment fatidique arrive, le moment qu'on attend tous à la maison, le moment du repêchage. Écoute, on s'en va vers la Coupe Memorial aussi, mais aujourd'hui, on a un invité assez spécial, un invité qui est très influent dans le monde du hockey junior, mais surtout quand vient temps de parler de repêchage. C'est la troisième fois qu'on va l'avoir aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, mais on l'a une fois par année, en fait, pour nous parler de ce précieux sujet. Donc, j'ai nommé Pierre Cholette à la barre de la centrale de soutien au repêchage. Bienvenue, Pierre, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi, Émile? Ça va super bien. Un beau soir pour parler de la GMQ et de repêchage avec Pierre. C'est toujours parfait pour moi. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Honnêtement, c'est comme j'expliquais, c'est un moment qui nous est important, nous est cher ici à la Coupe parce que tu nous aides à comprendre beaucoup de choses et tu nous aides aussi à savoir, pour les partisans à la maison qui ont chacun une équipe et qui ont une boule dans le boulier, qui ont eu une boule dans le boulier parce qu'aujourd'hui c'est sorti, à savoir un peu qui est disponible et quel genre de draft qu'on a cette année, quel genre de repêchage. Donc, je vais commencer avec les questions simples. C'est ta quatrième année à la barre de la CSR, si je ne me trompe pas. Je pense que mes calculs sont bons. Avant, tu faisais recruteur aussi ailleurs. Donc, peux-tu me parler un peu de ton parcours, s'il te plaît, Pierre? Ben, en fait, si je peux me permettre, c'est ma cinquième année à la tête en tant que directeur du CSR. Avant ça, j'ai travaillé comme recruteur à temps partiel pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Ensuite, c'est-à-dire auparavant, j'ai été recruteur-chef pour une équipe pendant 13 ans dans la Ligue d'hockey junior Maritime Québec, qui alors s'appelait la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. J'ai aussi travaillé pendant 6 ans pour une autre formation là, en tant que simple recruteur. Fait que ça fait plus ou moins 28 ou 29 ans là, que je gravite autour de cette ligue-là. 28 ans, c'est énorme, là, dit comme ça. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. En tout cas, de l'extérieur, ça a l'air d'un métier assez intéressant. Puis je pense que si tu as fait 28 ans dedans, tu le sais plus que moi. Est-ce que les années se ressemblent toujours? Parce que là, j'allais te demander comment a été ton année, mais est-ce que c'est un peu semblable quand même? Bien, en fait, c'est différent à chaque année. On recommence toujours avec une feuille blanche. C'est comme là, nous, la séance de sélection, ça va clore notre saison de recrutement de la saison 24-25. Puis après ça, on recommence avec des feuilles blanches. C'est-à-dire qu'on va réobtenir les alignements, les calendriers, les cédules des tournois, etc., etc. Et on va simplement recommencer à suivre les activités là, au courant de l'été par les différents camps d'entraînement, par exemple des formations M18-3 du Québec et ainsi de suite. Mais on recommence à chaque année avec une feuille blanche. On a quelques informations sur les joueurs dans les catégories inférieures quand ils sont plus jeunes. Oui. Mais honnêtement, je ne mets pas trop d'accent là-dessus. On y va vraiment une année à la fois. Ça change terriblement vite dans le hockey. Fait que c'est différent à chaque année, c'est palpitant à chaque année. Ça peut paraître curieux quand la séance de sélection est complétée. Des fois, on se pose pas mal toute la même question et on recommence une autre année encore. Puis c'est plus rare que nous. Arrive l'automne, on commence à avoir hâte, puis là, finalement, on retourne à l'aréna, puis on recommence à évaluer puis à réanalyser le talent là, pour l'année qui vient. Mais c'est un peu, tu m'amènes, tu m'ouvres une porte, là. C'est un métier, tu sais, qui a l'air passionnant parce que justement, tu peux vieillir là-dedans et à continuer comme quasiment à l'infini, là, à l'infini, ce métier-là. À quel moment, Pierre, tu décides d'arrêter? Tu sais, tu te poses la question, mais est-ce que tu te la poses vraiment ou c'est comme... Ouais. Tu sais, la passion, c'est ce qui dirige pas mal les gens qui sont dans le hockey, donc je me demandais, là... Ben, dans mon cas, je suis rendu à évaluer les fils de joueurs que j'ai évalués dans le temps. Je dirais quand j'arriverai à évaluer les petits-fils, ce sera peut-être temps que je passe à autre chose. Là. Mais ça fait quand même curieux. Là. Tu sais, exemple, quand je prends un jeune comme Caleb Desnoyers, par exemple, tu sais, moi, je me rappelle avoir vu son père évoluer à l'époque avec le laser de Saint-Hyacinthe. Puis cette année, on a encore beaucoup de joueurs qui sont éligibles à la séance, puis on a vu jouer leur père. Fait que ça fait curieux parce que on a des souvenirs, ça nous rappelle. Des fois, tu vois un jeune patiner, puis ça te revient. C'est vrai, son père aussi avait un coup de patin semblable à ça. Là. Fait que je ne suis pas capable. C'est vraiment une passion. Il faut aimer ça. Il faut aimer faire de la route beaucoup. Il faut aimer passer beaucoup de temps à l'aréna. Il faut accepter d'aller voir des parties des fois où qui sont peut-être moins le fun, mais il y a quand même toujours. On en retire quand même toujours quelque chose. Fait que
quand est-ce que je vais arrêter? Moi, je suis chanceux. D'une certaine façon, je n'ai jamais été congédié. À aucun endroit où est-ce que j'ai travaillé. Il faut croire que je fais un pas pire job. Peut-être que je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, quand j'aurai l'impression d'avoir fait le tour, peut-être que viendra le temps de passer à autre chose. Mais pour le moment, la passion est toujours là. Ben, ça a l'air passionné. Puis nous, à la Coupe, on ne souhaite pas d'arrêter tout de suite. On aime ça. On garde cette tradition annuelle. T'en parlais un peu, il faut avoir du temps, des heures. C'est quoi une année pour un recruteur de la CSR? À quel point tu te déplaces? Combien de matchs tu vas voir en moyenne par année? Si tu peux me dire ça, si c'est pas exact, c'est vraiment pas grave, là, mais pour donner un aperçu. En résumé, c'est sûr que moi, je suis un petit peu différent parce que moi, je suis à la tête de la centrale. Je suis responsable. On est 11 recruteurs répartis au Québec puis dans l'Est du Canada, donc dans les provinces de l'Atlantique. On a un recruteur dans chacune des provinces de l'Atlantique, donc un à Terre-Neuve, un à l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Au Québec, on est 7, incluant moi-même. On a 5 recruteurs qui sont localisés soit à Montréal ou à Québec. Et on a Maxime Ouellette qui est notre consultant des gardiens de but. Chacun a leur territoire. Tu sais, exemple, notre recruteur de la Nouvelle-Écosse, lui, va couvrir les parties qui ont lieu en Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, la même chose. Nos recruteurs au Québec, c'est sûr qu'eux, ils ont leur territoire assigné à eux. Exemple, notre recruteur de Québec, lui, va couvrir l'Est du Québec, donc la grande région de Québec, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, ainsi de suite. Moi, en tant que tel, ben, j'en ai pas de région. Moi, je me promène. Fait que moi, je vais dans l'Atlantique 4-5 fois dans l'hiver, des fois plus. J'ai pas idée le nombre d'allers-retours Montréal que je peux faire dans une saison, même dans un mois. Mais ça fait partie. Ouais, ben, moi, là, en fait, ce que je fais, moi, je donne beaucoup de latitude à mes recruteurs. Okay? Je les laisse travailler dans leur propre territoire. Je les laisse identifier les joueurs dans leur territoire. Je les laisse faire leur rapport et ainsi de suite. Moi, ce que je fais, d'une certaine façon, je dis que je me déplace avec ma grosse étampe. Dans le sens que moi, j'arrive à la partie, par exemple, au Grenadier de Châteauguay qui joue contre, exemple, l'Intrépide de Gatineau. Ben, je sais déjà quels joueurs ont été identifiés. Fait que moi, je vais adhérer ou non, challenger un peu, si on veut, notre recruteur. Puis des fois, je vais lui donner des coups de coude, puis je vais lui dire, lui, le 19 à défense, t'en penses quoi? Tu sais, fait que c'est plus comme ça, puis on va échanger beaucoup. Fait que c'est sûr que moi, comme je disais, j'ai pas vraiment de territoire. C'est drôle parce qu'avant d'entrer en onde, j'ai regardé juste pour le fun. Puis moi, personnellement, dans la saison qui vient de se compléter pour la Ligue de hockey junior maritime Québec, j'ai fait en tout 271 parties. Mais ça peut paraître impressionnant, ça l'est, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des tournois là-dedans. Tu sais, exemple, quand on va découvrir mettons exemple, je ne sais pas moi, le tournoi M17 à Québec ou à Saint-Jérôme, ben, il y a peut-être 20 ou 25 parties dans la journée, puis on est là durant 2 ou 3 jours. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de parties, mais c'est pas des parties qu'on fait au complet non plus. Là. Fait que c'est pour ça que c'est difficile d'arriver avec un chiffre pile et précis. Là. Mais je dirais que la majorité, là, c'est autour de entre 225 et 300 parties par saison. C'est assez réaliste. Fait que toi, tu vas chercher tes 225 parties. T'as combien de recruteurs qui travaillent sous ton aile exactement à peu près? Là? On est 11 en tout. Vous êtes 11 en tout, donc vous êtes 11 à regarder. J'imagine que même tes recruteurs doivent faire des centaines de matchs et tout ça. Et là, à la fin, vous arrivez, si on peut faire le processus, là, parce que vous avez votre liste de mi-saison aussi qui est sortie. Donc, cette liste-là n'est pas classée. Puis, mais il y a quand même, pas classé, mais il y a un certain nombre X de noms qui peuvent rentrer dans cette liste-là. Et ensuite, vous faites les 11 ensemble, vous arrivez à un consensus pour les numéros de sélection. Ben, pas de sélection parce que c'est pas, je me rappelle à la maison à chaque année, c'est pas un mock draft. C'est pas, on n'essaye pas de deviner qui va aller où. Mais vous ordonnez le talent un peu, si on peut le dire de même. Un consensus à 11, là, Pierre. Pardon? Un consensus à 11, Pierre, ça doit Non, c'est impossible. Mais en fait, comme je disais tantôt, moi, je laisse beaucoup de latitude à mes recruteurs. Okay? Chacun de nos 5 recruteurs au Québec ont chacun 3 équipes. Fait eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont identifier à même leur propre équipe, c'est qui les joueurs qui méritent une attention particulière. Après, ils vont faire le même exercice en comparant avec leur 2e équipe. Après ça, ils vont faire le même exercice en comparant avec leur 3e équipe. Puis là, par la bande, ben, il vaut aussi les autres équipes pour lesquelles ils ne sont pas nécessairement responsables. Donc, celui qui peut être identifié comme exemple le meilleur défenseur de cette équipe-là,
ben, quand on le place dans ces 3 équipes, va peut-être tomber le 4e. Quand on le place dans les 15 équipes, va peut-être tomber le 7e. Puis là, on mélange après ça les provinces de l'Atlantique et ainsi de suite. Fait que c'est un processus d'entonnoir. Hein? Ce qu'on commence par faire en début de saison, c'est que, exemple, si moi, vous me croisez le plus ou moins premier mois de la saison dans les arénas pour couvrir du N18-3, là, je n'ai pas de crayon puis je n'ai pas de papier. Okay? Je vais avoir des parties, j'ai l'alignement des mains puis je me plais à dire que je fais des ronds. Je fais un rond. Ouais. Lui. Je pars avec ça. Puis moi, je suis alimenté par un programme qu'on utilise. Là. Je suis alimenté par mes recruteurs. Quels sont les joueurs parce qu'à chacune partie qu'ils font, ils vont faire un rapport. Fait que moi, je les vois toutes rentrer, les rapports. Je les vois toutes rentrer. Puis c'est un principe d'entonnoir. Ce qui fait que quand on arrive, je dirais, quelque part, mettons, au milieu du mois de novembre, on a déjà une bonne idée, là. On a déjà une bonne idée parce que ça fait déjà 2 mois, presque 3, que la Ligue M18-3 roule. On a déjà eu le premier tournoi M17-3A. On a déjà eu un gros tournoi scolaire M18-D1 RSEQ. On est déjà allé à Dieppe, à la première coupe LHJMQ. Les meilleurs joueurs des 4 provinces de l'Atlantique étaient là. On est déjà allé au Monctonian. On a déjà une bonne idée. Là. Puis on travaille avec un principe d'entonnoir. Ce qu'on fait, c'est qu'on va donner une première lettre à l'interne. Par exemple, on va dire, si on pense que lui, c'est un gars dans les 2 premières rondes, on va lui donner une cote A. Si on pense que c'est un joueur de la ronde 3, 4, 5, on va lui donner une cote B. Ensuite, 6 à 8 C. Puis les autres, on les met alphabétiques. Ça veut dire qu'on va continuer à les surveiller quand même. Fait que déjà là, je dirais que quand on sort à l'interne, de façon confidentielle, à nos équipes, une première liste, là, je dirais pas que le plus gros de l'ouvrage est fait, là, mais il y en a un sacré bon bout de fait. Parce qu'on a déjà identifié 36 joueurs potentiels de 2 premières rondes. On a déjà identifié 54 joueurs dans les rondes 3, 4 et 5, et ainsi de suite. Puis c'est assez rare qu'on va identifier un jeune dans les 2 premières rondes en début d'année qui va finir beaucoup plus loin sur l'autre. Ou le contraire aussi, là. Ou le contraire aussi. Fait qu'on se laisse quand même un jeu, mais ça, je dirais, ça ne change pas tant que ça. Ça va se préciser, mais ça ne change pas tant que ça. Mais c'est là que je m'en allais à quel point tu peux vraiment passer de. À quel point je vais vous lancer des fleurs, mais à quel point tu peux être dans le champ en consensus autant que ça. Puis là, tu as quelqu'un qui était classé comme 4e, 5e ronde, qui s'en vient dans la première, 2e ronde. Ça doit être moins. Votre job est quand même fait là, dans ce sens-là. Là. Ouais, mais il faut comprendre là, une chose qui est bien importante. Un, c'est important, comme tu dis, nous, on ne fait pas un mock draft. Okay? Parce que si on me disait, Pierre, écris-moi sur un bout de papier, c'est qui tu crois les 18 joueurs qui vont sortir en première ronde. Ça ne sera pas pantoute la liste qu'on a faite. Okay? Pas du tout. Moi, je pense que si on en a 14 ou 15, ça va être très bon. Pour toutes sortes de raisons. Les besoins des équipes, les ADN des équipes, les philosophies des équipes, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cycle. Il y a tellement de facteurs différents. Fait que ça, c'est une chose qui est importante, le mock draft. L'autre chose qui est importante, moi, là, je n'ai pas accès aux listes des équipes. Pas du tout. Fait que si je demande au recruteur-chef du Drakkar de Bécomo, c'est qui son premier choix, ça se peut que ce soit Alexis Joseph, mais ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre aussi. Puis si je fais le même exercice, puis je dis aux 18 équipes, envoyez-moi dans l'ordre là, votre top 10. On va faire un saut, là. Parce que ça risque d'être peut-être les mêmes 7, 8, 9 noms, mais dans un ordre complètement différent. Complètement différent. Fait que c'est pour ça que plus on avance dans le draft, bien, plus il y a de surprises. Fait que moi, quand j'entends, par exemple, un joueur ou des commentateurs ou analystes qui vont dire ben, un jeune glisse au draft, j'aime pas entendre ça. Parce que on glisse. Sur quoi on se base pour dire qu'on glisse par rapport à ce que la centrale avait identifié, mais encore là, nous, c'est pas un mock draft, puis on n'a pas de besoin, on part avec une feuille blanche. Fait que ça, c'est important aussi, parce que, tu sais, si je prends la séance de l'an passé, on a un jeune que nous, on avait classé en 3e ronde, puis il est sorti en première ronde. Fait que ça arrive, puis ça va continuer à arriver, puis je m'attends que ça arrive encore cette année. Puis ça fait partie de la game. C'est fou parce qu'on s'était parlé avant le repêchage, puis tu m'avais donné l'exemple d'un recruteur qui t'avait appelé puis qui s'excusait quasiment d'avoir pris un gars de 3e ronde en voulant dire que ça vous faisait mal paraître. Puis tu m'avais dit, mais non, c'est au contraire, tu l'aimes, ce gars-là, tant mieux. Puis on a eu exactement la même. Écoute, 3 mois plus tard, on a eu exactement la même situation qui est arrivée l'an passé. Donc ça, ça ne cesse pas d'arriver. De votre côté, toi, Pierre, quand tu as fini le repêchage, ben, regarde, on va commencer par quand tu es au repêchage, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu es là en présentiel? Est-ce que
Ouais, Ouais, nous autres, on est là. Ben honnêtement, cette journée-là, c'est très administratif, c'est excessivement bien rodé. C'est plus les gens au niveau du registrariat qui sont appelés à travailler. Beaucoup de transactions qui ont lieu cette journée-là. Nous autres, en tant que tel, au niveau du CSR, on va simplement s'assurer que tout fonctionne normalement. Tu sais, si jamais il y a un pépin technique ou quoi que ce soit, une de nos équipes a besoin d'un coup de main ou quoi. Mais honnêtement, là, le CSR, moi, je dis à mes recruteurs, les gars, c'est votre journée, asseyez-vous, prenez des notes, analysez ça, poker face tout le monde, puis on aura bien en masse de temps pour en discuter par après. Mais à la séance, proprement dit, honnêtement, on n'est pas très impliqué à ce niveau-là. Parfait. Puis pour vous, mettons, quand tu regardes, là, tu reviens sur ta saison, parce que j'imagine, tu sais, justement, tu en parles, vous faites un peu un débriefing, un résumé de votre année, vous regardez qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été. C'est quoi une année réussite, une année vraiment que tu es satisfait en tant que chef de la centrale? C'est une bonne question, ça. C'est pas tant le nombre de joueurs. En fait, moi, ce que je fais dans la semaine suivant le repêchage, c'est qu'on va s'auto-évaluer. Tu sais, par exemple, nous, on va regarder les 80 joueurs qu'on avait amenés à la Coupe LHJMQ à Boisbriand au mois d'avril. Est-ce qu'ils ont tous été sélectionnés? Est-ce qu'il y en a qui ont été repêchés plus tôt ou à la place d'eux qu'on aurait peut-être dû considérer? Je fais le même exercice au Monctonian au mois de novembre. Un gros tournoi, on organise un prospect game. On invite les 40 meilleurs prospects de 15 ans des 80 de l'Atlantique. Je fais le même exercice. Est-ce que les 40 joueurs qu'on avait invités, est-ce qu'ils ont tous été repêchés? Est-ce qu'il y en a qui l'ont été, qu'on n'avait pas considéré ou quoi que ce soit? Fait qu'il y a une espèce d'auto-évaluation comme ça qui va se faire. Puis, moi, je dirais que je ne m'attends pas tant au rang de sélection, mais j'aime ça avoir un chiffre le plus élevé possible pour les joueurs que nous, on identifie dans les 5 premières rondes. C'est exemple, sur les 90 joueurs que nous identifiés, il y en a combien qui ont été repêchés? Puis on tourne autour de quelque part entre 85 et 88 % à peu près. Ce qui est quand même bon, mais tu sais, nous, un jeune qu'on va classer en 4e ronde, comme je disais tantôt, paye de prix en 3e ronde, paye de prix en 5e ronde. Ça, en tant que tel, ça ne me dérange pas tant. Dans ton bulletin, c'est plus le nombre que parce que tu peux pas, on joue pas aux devinettes, on joue pas, justement, c'est pas un mock draft, donc tu es plus dans le nombre puis ton taux de satisfaction, donc tu tiens à peu près entre 85 et 88, ce qui est excellent, parce que d'après moi, si on faisait à la maison l'essai, il y a beaucoup de joueurs, tu réalises qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être repêchés. Non, c'est très bon, puis vous êtes très humble aussi dans la manière que vous le faites. C'est quel moment de ta carrière que tu dirais là, pour clore là, l'aspect travail et processus de tout ça? C'est quel moment de ta carrière qui t'a rendu le plus fier à date? Ça peut être dans la LNH. Quel moment là, que tu t'es dit je suis là, j'ai réussi un peu. Là. Je sais pas si on n'a jamais réussi. Non, mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'au niveau du CSR, il y a une partie de notre travail que les gens ne voient peut-être pas. Tu sais, on appelle le centre de soutien au recrutement. C'est qu'il y a une tonne d'informations que nous, on va chercher à gauche et à droite, que ce soit de la part des équipes, que ce soit de la part de Hockey Québec, RSEQ, les ligues un peu partout. Fait que moi, quand je vois que les recruteurs chefs et les recruteurs sont satisfaits du travail qu'on a fait, soit en leur transmettant l'information ou qu'ils prennent le temps dans la semaine suivante. Merci Pierre pour votre travail encore cette année. Merci à toute ton équipe, etc. etc. Bien, ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Tu sais, je me dis, bon, il faut croire qu'on a fait une bonne job si les gens prennent le temps de le souligner. Mais il n'y a comme pas de fin. Tu sais, moi, je traîne encore avec moi notre liste d'il y a 3 ans, notre liste d'il y a 2 ans, notre liste de l'an passé. Que lui, on l'avait placé là. Peut-être qu'on l'avait mis trop haut, peut-être qu'on l'avait mal évalué ou on l'avait surévalué et ainsi de suite. Fait que je ne suis pas capable d'identifier un moment précis. Mais c'est certain de... C'est parfait, là. Je veux dire, parce que tu travailles, tu l'as dit, c'est un centre de soutien. Donc, tu travailles pour aider les gens, pour donner ton appui. Tu n'es pas la science infuse. Le but n'est pas que suivez cette liste et vous allez réussir. C'est pas le point. Donc, je comprends ton point d'être satisfait quand tu reçois un courriel d'un dirigeant ou de plusieurs dirigeants qui disent merci pour le soutien parce que c'est ça que tu as fait. Et tu me disais l'an dernier, il y a des gens qui te contactent là, pendant le repêchage. Ça peut arriver que tu te fasses demander
hey, on hésite, lui ou lui, dans ta tête, tu sais, ça arrive des appels comme ça encore? Ben, j'en ai un demain à 10 heures. J'ai un recruteur-chef qui demain me dit Pierre, j'aimerais ça qu'on fasse un team ensemble. Il y a des joueurs que nous, sur notre liste, on n'a pas la même place que toi avec ton équipe. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse avoir la chance d'en parler. Fait que j'ai des équipes qui font ça. Il y en a qui le font tout au long de la saison. Il y en a, c'était des moments très précis avant le draft. Durant la journée, proprement dit, ça arrive, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare, mais souvent, ça va être pour... comment je pourrais dire, comme pour valider ou pour rassurer le recruteur-chef dans sa sélection. Tu sais, il va, mettons exemple, on va arriver en, je sais pas moi, en 4e ronde, puis là, l'équipe, il y a le micro dans les mains, il y a le papier dans les mains, puis là, il se dit, ça se peut pas que ce joueur-là soit encore là, il doit avoir de quoi. Ouais. Il va me texter, puis il va me dire, mettons, hey Pierre, c'est quoi l'histoire sur lui? Bien, il n'y en a pas d'histoire. Fait que c'est plus dans ce sens-là, mais, tu sais, une chose qui est importante aussi, c'est que moi, tant aussi longtemps que je vais sentir la confiance des recruteurs-chefs à mon endroit, ben, ça va me permettre de rester en place. Les gars me font confiance, que ce soit quand on voyage ensemble ou dans les tournois quand on va dîner, souper ensemble ou quoi que ce soit. Si les recruteurs-chefs, un à un, prennent le temps de me demander, toi, Pierre, qu'est-ce que tu penses d'eux? Ben, c'est parce qu'ils ont confiance en moi. Ils ont confiance à ce que je vais dire, puis ils savent très bien que je vais garder ça pour moi. Je n'irai pas dire à un autre recruteur-chef, ah ben justement, lui vient de m'en parler. Il y a comme des règles non écrites là-dedans. Puis tant et si longtemps que ça va être en place, puis que je vais sentir cette confiance-là, ben ça va me permettre de continuer puis de rester en place. La journée que mon intégrité sera mise en doute, ben, il sera peut-être temps de passer à autre chose à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a un gros jeu de confidentialité, là, parce que si demain, à ton meeting, tu apprends qu'un tel est sur sa liste à une telle place, puis là, l'autre recruteur t'appelle la veille du repêchage, puis toi, il y a un gros jeu de liens, je trouve. Il faut vraiment te faire confiance. Puis écoute, avec 28 ans dans le milieu, 29 ans, je pense que si tu avais eu justement à te reprocher ça, les gens ne te feraient pas autant confiance. Là, pour l'instant, tout est beau. 2025, parlons de la QV qui s'en vient. Tu en as parlé un peu tantôt, Alexis Joseph. On a des noms assez polarisants. James Cantlebury aussi, qu'on a vu passer beaucoup dans nos nouvelles dernièrement. Pour toi, en ce moment-là, de ce qu'on voit, là, je vais t'expliquer comment je le vois. Il n'y a pas beaucoup de... Pour moi, c'est très flou. Un bon liste de noms un peu pêle-mêle qu'on peut déplacer selon l'ordre, selon ce qu'on veut, selon ce qu'on a besoin. Puisqu'il n'y a pas tant de premiers choix établis, premiers, si sûr que ça. Là, Alexis Joseph semble avoir une petite avance. Est-ce que c'est parce que la QV est moins bonne ou est-ce que c'est la QV est plus profonde? Comment t'expliquerais ça, le fait qu'on n'ait pas de consensus? Bien, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première ronde cette année, c'est vraiment une première ronde de qualité. Okay? C'est vraiment une très bonne première ronde. Que tu repêches 2e, 7e ou 14e, tu vas avoir la chance de repêcher un très bon joueur. OK? Ça, c'est bien important de le souligner. Je ne dis pas ça pour discréditer les années antérieures. C'est une année comme ça. C'est une année où est-ce qu'il y a d'excellents joueurs qui sont disponibles en première ronde. Puis ça, ce n'est pas un cliché. C'est sûr que dans le cas d'Alexis, la médiatisation a fait que les attentes, à mon avis, à moi, étaient beaucoup trop élevées. On a tendance à oublier que dans ce jeune homme-là, de 6'4", 198 livres, ça demeure un jeune de 15 ans. Là. Lui, il a eu à vivre avec cette pression-là tout l'hiver au grand complet, comme étant identifié comme étant le numéro 1. C'est une pression incroyable sur un jeune de cet âge-là. Puis, il a quand même réussi à bien performer dans l'ensemble. C'est sûr qu'en termes de statistiques, peut-être moins que ce que les gens croyaient. Par contre, pour avoir vu Alexis jouer assez souvent cet hiver, Alexis s'est concentré à améliorer sa game. Alexis s'est amélioré sur 200 pieds. Il s'est amélioré, c'est beaucoup plus engagé, beaucoup plus responsable défensivement. Triche un petit peu moins aussi, là, parce qu'à 14 ans, on le laissait aller un petit peu plus à sa guise. Là, il était un petit peu plus serré. Donc, je crois sincèrement qu'en date d'aujourd'hui, Alexis est un bien meilleur joueur de hockey qu'il était il y a un an, jour pour jour. Okay? Mais c'est certain que le partisan ou l'amateur, qui souvent va se fier aux statistiques ou quoi que ce soit, peut penser
que Alexis a une saison moyenne, mais il a quand même fini 1 point en arrière du meilleur marqueur de 15 ans de toute la Ligue. Il faut quand même respecter ça. Puis, cette année, la formation pour laquelle évoluait, beaucoup de jeunes joueurs. Ouais. Donc, une équipe qui n'avait pas beaucoup de maturité physique, d'expérience et ainsi de suite. Fait que ça a plus ou moins réussi à coller ensemble. Fait que c'est certain que ça ne l'a pas aidé là, strictement sur le plan individuel. Mais moi, je pense que, sincèrement, que Alexis est un meilleur joueur de hockey qui était il y a 1 an, jour pour jour. Ça, je suis convaincu de ça. Puis, cette année, ce qui était particulier, c'est qu'on a en première ronde beaucoup de joueurs qui n'étaient pas nécessairement dans les réseaux traditionnels. C'est-à-dire que des jeunes qui ont choisi d'aller évoluer à l'extérieur. Tu sais, je pense à un jeune comme Thomas Charbonneau, qui est allé jouer à Shattuck-St. Mary's pour une 2e année. Je pense à James Cantlebury, qui est allé jouer à Bishop Kearney pour une 2e année. Je pense à un jeune comme Benjamin Veach, un jeune de Terre-Neuve, qui est allé jouer en Ontario. Même affaire pour Maxwell Brenton. Tu sais, on avait beaucoup de joueurs, de très bons joueurs, qui vont assurément sortir en première ronde, qui évoluent à l'extérieur. Alors ça l'a obligé les équipes, moi aussi, à se déplacer beaucoup pour aller les voir jouer à l'extérieur. Oui, on les a vus sur vidéo, mais il n'y a rien qui bat d'aller sur place et les voir évoluer sur place. Fait que ça peut peut-être mêler un peu les gens, parce que c'est très difficile de comparer les calibres. Tu sais, si on prend, par exemple, un jeune comme James Cantlebury qui a ramassé au-dessus de 100 points dans la ligue dans laquelle il évoluait, ben c'est difficile de dire, puis c'est sûr qu'il est un peu notre travail. Si James avait évolué dans la Ligue M18-3 du Québec, quelle aurait été sa production? Moi, j'ai des raisons de croire qu'elle aurait été moindre, parce que je crois sincèrement et fermement que la Ligue M18-3 du Québec demeure la meilleure ligue pour ces jeunes-là, pour être allé voir ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit en Ontario, que ce soit aux États-Unis ou ainsi de suite. Ça, dans ma tête, c'est clair. C'est clair. Fait que là, c'est ça qui est peut-être un petit peu trompeur. Tu sais, le jeune, est-ce qu'il évolue dans la bonne ligue? Est-ce que c'est un bon fit pour lui, etc., etc.? Fait que c'est pour ça que les gens qui n'ont pas la chance de voir à l'extérieur ce qui se passe, ben ça peut paraître flou un peu. Puis comme tu disais, c'est des noms. Là. Tu sais, si je prends, par exemple, Benjamin Veach, un jeune de Terre-Neuve qui est allé évoluer dans U16-3 en Ontario, ben lui, c'est un jeune de Terre-Neuve, il est allé évoluer là-bas. S'il avait évolué dans la Ligue de Terre-Neuve, qu'est-ce qu'il aurait fait? On ne saura jamais. On ne saura jamais. Fait qu'il faut arriver à transposer, il faut arriver à présumer ou à projeter. Puis, le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est que Cale Makar, à son année d'éligibilité à la Ligue nationale, il jouait junior A dans l'Ouest canadien. Il ne jouait pas dans le junior de l'Ouest, il jouait junior A. Il faut croire qu'à l'Avalanche ont fait leur travail aussi au moment qu'ils l'ont sélectionné, puis ils se sont probablement posé exactement les mêmes questions. Puis ça, c'est juste du travail de la part des recruteurs, là, une belle job qui a été faite, puis tu t'en parles, puis sûrement on va en parler tantôt avec la NCAA, puis tout ça, ça devient un peu compliqué aussi de devoir démêler les joueurs américains aussi dans tout ça. Bon, on parlait l'an passé d'une cuvée plus profonde. On parlait que les 3 premières rondes étaient très profondes, mais peut-être un peu moins concentrées que cette année au niveau de la première ronde. Comment tu comparerais ces deux cuvées-là ensemble si tu pouvais le faire? Comme je disais tantôt, la première ronde, moi, je pense que c'est vraiment une très bonne première ronde. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on a des joueurs qui sont classés un petit peu plus loin, qui probablement les autres années auraient été classés peut-être en fin de première ronde ou en début de deuxième ronde, et ainsi de suite. C'est certain que la qualité de la première ronde va affecter par la suite, mais il demeure qu'il y a quand même de très bons joueurs qui sont classés et disponibles un petit peu plus loin. Puis il va encore en avoir qui vont sortir de là. Puis on va dire, tabarouette, on ne l'avait peut-être pas vu comme personne comme ça. Cette année, ce qui retient aussi mon attention, au-delà du fait qu'on avait beaucoup de joueurs à l'extérieur, on a beaucoup de gardiens de but format géant. Là. Tu sais, des gardiens de but de 15 ans, CC1, CC2, CC4, CC3, 6 pieds, 5 et 11 et demi. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Est-ce que c'est un constat qui s'est fait au cours des dernières années? On sait que les équipes aiment avoir des gardiens à gros gabarit là, dans leurs alignements. Est-ce que c'est une année exceptionnelle dans ce sens-là? Je ne le sais pas. Mais il va toujours quand même avoir un gardien de but plus petit de taille qui va réussir
au niveau junior majeur, avoir une sacrée belle carrière pareil. Mais cette année, au niveau des gardiens de but, c'est assez particulier. Je suis pas capable de dire qu'il y en a un qui se démarque beaucoup plus que les autres. On en a quand même 3 qu'on a classés en deuxième ronde. Mais ça va être intéressant de voir, parce qu'on le sait, hein, les gardiens de but, ça prend plus de temps. Fait que souvent, c'est pas celui qu'on pensait qui va sortir du lot, là, mais ça va être intéressant à suivre là, au niveau des gardiens de but. J'ai hâte de voir dans 2-3 ans là, comment ça va sortir. Je m'étais pris une note là-dessus parce que j'adore les gardiens de but puis que je suis ça un peu. On avait Mathis Fortin qui est plus haut dans votre liste, mais à quel point, tu sais, parce qu'ils semblent tous quand même être dans le même bouquet un peu là, entre la fin de la deuxième ronde un peu, avec le début de la troisième, on voit quand même beaucoup de gardiens dans ce rang-là. À quel point il sera en avant des autres, Mathis Fortin, en ce moment? Bien, dans le cas de Mathis, c'est un grand gardien, athlétique, combatif. Mathis, comme la majorité des jeunes gardiens de cet âge-là, c'est du bagage. Il faut qu'il y ait beaucoup de départs, il faut qu'il y ait beaucoup de parties. Mathis peut avoir un match exceptionnel, puis le deuxième consécutif, il va s'enfarger, puis il va s'accrocher. Fait que c'est vraiment de la constance. Fait que je dirais, même dans le cas de Bertillon, c'est sensiblement la même chose. Moi, je me suis déplacé une fin de semaine pour aller le voir jouer au Connecticut, dans les 2 parties sur la route. Puis, il a été très bon la première partie, puis la deuxième, il s'est enfargé. Mais ça fait partie de l'apprentissage d'un gardien de but d'aller chercher de la constance, là. Puis c'est ce qu'il va faire, c'est la chose sur laquelle il doit travailler. C'est être beaucoup plus constant dans ses performances. Même chose pour Bertillon, même chose pour McPherson et ainsi de suite. C'est d'aller chercher du bagage. Puis la seule façon que ces jeunes-là peuvent aller chercher du bagage, c'est en étant sur la glace puis en jouant des matchs. C'est pas en étant assis sur le bout du banc, là, c'est vraiment en jouant des matchs. Pour qu'un gardien de but soit haut en première ronde, dans les premiers choix, là, premièrement, ça arrive très rarement, mais surtout, c'est ça qui fait la différence, je pense. C'est si un gardien réussit à être constant pendant 2 saisons de suite. Je pense pas que tu peux être consistant juste une saison puis te dire c'est assez. Quand tu fais le saut entre la LHMQ, en fait, entre le M18-3 et la LHMQ, c'est là qu'on voit souvent les gardiens avoir un peu plus peur. Pas un peu plus peur, mais malheureusement, les statistiques en prennent un coup souvent la première saison. On a eu une belle preuve contraire cette saison que les gardiens recrues ont complètement dominé. William Lasselle, Rudy Guimond qui est arrivé tu sais, je veux dire, c'était fou cette année. On a eu comme tout l'exemple contraire. Donc, c'est beau d'avoir ça aussi, des gardiens qui sont constants. Je suis pas inquiète pour eux aussi pour la suite, pour les prochains repêchages. Est-ce que tu dirais que c'est plus une... Je sais que tu détestes cette question-là. Je vais te la poser probablement l'an prochain aussi. Est-ce que tu dirais que c'est plus une cuvée d'attaquants ou de défenseurs? Parce que là, je vois dans ta liste qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont quand même assez bien placés, dont 2 dans ton top 4. Qu'est-ce que tu dirais? En fait, en première ronde, si je ne me trompe pas, je pense qu'on a 4 défenseurs. 5 défenseurs. 5 défenseurs, 2 dans ton top 4. OK. Mais non, je pense que cette année, il y a beaucoup plus d'attaquants. Ce qui est un petit peu décevant cette année, c'est au niveau, tu sais, par exemple, si je prends une province qui est assez populeuse, qui est la Nouvelle-Écosse, c'est peut-être une des années où il y a le moins de joueurs d'impact provenant de la Nouvelle-Écosse. L'île du Prince-Édouard, curieusement, ils ont 2 équipes M18 3A là-bas, puis en tout et partout, il y avait seulement 4 joueurs de 15 ans, donc 4 joueurs de première année, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, le bassin de joueurs en provenance de l'Atlantique cette année est plus petit, et passablement plus petit. Puis là, on a les jeunes de Terre-Neuve, là, on a 3 jeunes de Terre-Neuve qui sont allés jouer à l'extérieur aussi, soit aux États-Unis ou en Ontario. Fait que cette année, c'est peut-être de ce côté-là. Quand on a eu notre premier événement au mois d'octobre à Dieppe, dans lequel on regroupe là, les meilleurs joueurs de 20 ans des 4 provinces de l'Atlantique pour faire la phase 1 de la Coupe de la GMQ, ben, c'est le premier constat qu'on avait fait. T'sais, au début du mois d'octobre, on avait dit « Oh, des Maritimes, cette année, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. » Puis quand on est retourné par après, c'est sensiblement la même chose. Là. C'est sensiblement la même chose. C'est très circonstanciel, là, je veux dire, c'est pas des choses qui se contrôlent. Là. Ils sont pas moins développés cette année, ils sont pas. C'est juste. OK, ça donne. Donc, tu dirais que c'est quand même mixé, mais on a plus d'attaquants, pas malheureusement, en fait, très heureusement pour tout le monde. Cette année, tout le monde pourrait se ramasser un bon attaquant. OK, puis quand je regarde le top 10, on en parlait un peu. Je sens qu'on dirait que quand je vois ces noms-là, je trouve que c'est un peu pêle-mêle. Genre,
on en parlait un peu en coulisses, puis tout le monde peut être un peu n'importe où. Est-ce que ton top 10 est vraiment solide, tu penses? Est-ce que tu penses que genre c'est un top 10 qui aurait pu changer dernière minute? À quel point tu es confiant de ton top 10? Moi, je suis très confortable avec ça. C'est un entonnoir. Hein? Fait quand on est arrivé avec ça, on en a discuté beaucoup. On a eu des réunions avec les recruteurs jusqu'au dimanche soir, le lundi soir précédent la publication de notre liste, tout ça. Puis c'est certain que moi, je la prends, je la vire de bord, mais on revient. Tu sais, à un moment donné, moi, je suis un visuel. Fait que là, je vais monter un gars 8, là, je me gratte la tête, je vais, non, il ne peut pas être avant lui, voyons, on attend un petit peu. Là, je retourne en arrière, je fais du vidéo, je le replace à sa place. Là, après ça, je continue. Mais il faut qu'on tire un trait à un moment donné, tu sais, parce que je pourrais travailler sur cette liste-là jusqu'au 6 de juin, jusqu'à 4 heures, là, puis ça changerait encore. Mais j'ai des bonnes raisons de croire que les 10 joueurs qu'on a identifiés dans le fameux top 10 vont probablement. C'est certain que là, moi, je ne contrôle pas. Il vient-tu dans la ligue, il vient-tu pas? Ça, je ne contrôle pas cette partie-là du tout. Mais j'ai des bonnes raisons de croire que ces 10 joueurs-là, un, ça va être des joueurs d'impact dans notre ligue assez rapidement, puis deux, vont probablement être repêchés là, dans ces ordres-là, là, grosso modo. OK. Fait que, dans le fond, ça peut changer, ça aurait pu changer encore. J'adore la mentalité de j'aurais pu travailler encore dessus. C'est comme c'est infini. Là. C'est comme les questions que tu te poses après le repêchage. Bon, j'aurais dû, donc dû, mais ça sert à rien. Donc là, tu en parlais un peu, les situations un peu que tu peux pas contrôler. Parle-moi un peu de la situation de James Cantlebury. Comment ça peut ne pas jouer dans vos cordes? Là, il a signé un tender, c'est-à-dire que il appartient à eux dans la ligue de la USHL, si je ne me trompe pas. Comment vous gérez ça quand même, la situation de les gars peuvent s'en aller à gauche, à droite pour votre liste? Est-ce que ça joue dedans? Je sais que tu ne veux pas que ça joue dedans, mais est-ce que ça joue dedans quand même un peu? Ben, en toute honnêteté, ça joue zéro, là. Absolument zéro. Non. Nous, notre travail se limite à 200 par 85. Okay? C'est vraiment de l'évaluation de joueurs, de la projection. Nous, on va prendre un jeune, on va dire, OK, c'est un bon joueur M18 3A. Par contre, est-ce qu'il va être capable de transposer ça au prochain niveau? Si oui, etc., etc. Le fait qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ça n'influencera pas notre décision. Moi, quand même que le coach, parce que moi, je fais la tournée des entraîneurs là, au courant de l'hiver, puis je leur parle, puis je leur envoie des courriels, puis tout ça. Moi, quand même que l'entraîneur me dirait, ouais, mais ce jeune-là, il est tête-tête-tête, puis il est toujours en retard, il faut tout le temps tête-tête-tête, puis il n'aime pas. C'est pas quelque chose que nous, on va tenir compte. Nous, on va se limiter à l'évaluation de ce qu'on voit. Tout ce qui est ce que nous, on appelle les intangibles. Les jeunes avec lesquels ils ont des difficultés, peu importe que ce soit n'importe quoi, ça ne changera pas notre classement. Fait que donc, moi, talent, projection. Puis après, on classe selon ça. On ne pense pas à sa mère, as-tu les cheveux blonds? Ça ne change absolument rien. Puis, tu sais, je sais que ça peut déplaire à certains parce que des fois, il y a des gens ou surtout des parents qui ont plus de difficultés. Pourquoi que le jeune qui prend la décision d'aller évoluer à l'extérieur de sa structure va être considéré au même titre que mon propre fils qui, lui, est resté dans la structure traditionnelle. Tu sais, pareil comme si nous, on devrait pénaliser ces jeunes-là parce qu'ils ont choisi d'aller jouer ailleurs. Ça ne nous regarde pas, ça. Ça ne nous regarde pas. Au même titre que moi, je n'embarque pas dans l'espèce de guerre de clocher qui peut exister entre ce qu'on a tendance à appeler le hockey civil et le hockey scolaire. Moi, ça ne m'appartient pas et ça ne m'affectera pas. Moi, là, je n'ai pas à juger ça. Ouais, mais pourquoi que le jeune est allé jouer à RSEQ ou Bishop ou Stansted College ou quoi que ce soit? Moi, très ouvertement, je le dis, puis je le dis même aux dirigeants, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas là pour juger ça. Moi, je regarde le joueur de hockey, puis j'évalue le joueur de hockey. Puis si j'ai des raisons de croire que le calibre dans lequel il évolue est inférieur, bien là, c'est mon travail de le transposer. C'est vraiment. Puis juste donner un exemple, si on prend celui qu'on a classé deuxième au total, Malik l'Italien, qui évoluait au Collège Stansted dans la CSSHL, j'ai une fin de semaine, j'ai amené tous nos recruteurs au complet. Une fin de semaine, on est allé revirer à Rockland en Ontario parce qu'il y avait un tournoi. Parce que je voulais que tout le monde le voie. Je voulais que tout le monde. Puis quand on est parti de là, nos recruteurs étaient capables de dire finalement, là, si Malik avait joué dans N18 3 Québec, là, il aurait été le meilleur défenseur. Bon, bien, c'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est ça qu'on a besoin de valider. C'est ça qu'on a besoin d'évaluer. Comprends-tu? Fait que c'est pour ça que ces facteurs-là, c'est pas quelque chose qu'on va tenir compte.
Pas du tout. Puis ça a été comme ça dans le passé. Tu sais, je me rappelle, Sacha Boisvert, c'était la même affaire. Zachary Morin, c'était la même affaire. Tu sais, moi, quand les équipes, les GM ou les députés chefs me demandent ouais, mais il va-tu venir dans la ligue? J'en ai aucune idée. C'est pas mon travail. Je ne m'occupe pas de ça. Moi, quand je passe 4 jours à Boisbriand avec les jeunes, je les croise tu sais, dans l'entrée. C'est même moi qui les mesure et qui les pèse, qui placote avec eux autres. Je leur pose des questions. Là. Ça me regarde de moi, puis je m'occupe pas. J'adore ça parce que ça répond à beaucoup de questions qu'on avait, nous, dans notre groupe qu'on suit ça. C'est est-ce que, tu sais, on se demandait, est-ce que tu prends ça en considération, le jeune, s'il va venir ou non? Donc là, non ça, c'est assez clair. Est-ce que les réglementations de la NCAA ont affecté vos listes? Pas vraiment dans ce cas-là, parce que si tu juges pas ça. Mais il y a une petite dernière question qui pourrait rentrer peut-être là-dedans, c'est est-ce que sur ta liste des Américains, est-ce qu'il y en a que tu sens qui pourraient être pêchés et dans la LHMQ, mettons? Ben, ça va être la partie la plus intéressante pour nous. Parce que bien honnêtement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Okay? On ne sait pas à quoi s'attendre. On est allé à un événement en banlieue de Boston au début du mois d'avril, dans lequel il y avait 37, 38 ou 39 joueurs qu'on avait sélectionnés comme étant parmi les meilleurs prospects qui sont allés sur place. Ils ont passé 2 jours avec nous, on les a évalués, on a joué une partie, fait des tests sur glace, hors glace, etc. Est-ce qu'ils vont tous être repêchés? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont aller au camp? Je ne sais pas. Une chose, par exemple, c'est que pour m'être déplacé aux États-Unis, à plusieurs occasions, et aussi par la quantité de courriels ou d'appels que j'ai reçus, c'est clair qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt des joueurs américains, ça c'est clair. Les entraîneurs, les agents, ils nous écrivent, posent des questions. Il ne faut pas perdre de vue là, que pendant des années, on a été identifié comme étant un petit peu comme Satan, là, si on veut, là, dans le sens qu'on était les méchants de la Ligue canadienne de hockey. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on redevient la Ligue noble qui là est reconnue à juste titre. Il ne faut jamais perdre de vue, là, les gens ont tendance à oublier ça, là, mais la Ligue canadienne de hockey, là, c'est la Ligue qui produit le plus de joueurs dans la Ligue nationale, là, hors de tout doute. Là, c'est même pas proche. Là. Fait que, quand on parle là, que ce soit la Ligue de l'Ontario, la Ligue de l'Ouest ou la Ligue junior maritime Québec, ben, il ne faut jamais perdre ça de vue non plus. Puis moi, ce que je dis souvent aux agents ou aux coachs ou aux parents des joueurs américains qui sont là-bas, est-ce que vous avez déjà vu une partie de calibre junior majeur parce que vous allez faire le saut, là? C'est pas mal plus fort que ce que vous croyez, là. Pas mal plus fort. Puis ça, j'ai l'impression que les jeunes vont le vivre. Là. Ils vont avoir des joueurs américains qui vont être repêchés, ils vont venir au camp d'entraînement, ils vont se rendre compte que je pensais que j'étais rendu, puis je suis peut-être pas rendu. Là. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça va aller. J'ai 2 dernières questions pour toi. Si tu peux me parler un peu de ton top 3. Tu m'as parlé un peu rapidement d'Alexis Joseph. Ça, je pense que c'est un mythe qui est démystifié. Alexis Joseph est un grand gaillard. Je te laisse poursuivre là, sur ton top 3. Là. Parle-moi de ça. Malik, c'est un défenseur gaucher, patineur exceptionnel, très habile avec la rondelle, des bonnes mains vivantes, joue la tête haute. Son père a joué dans notre ligue. Son père avait été repêché à l'époque, je pense, par Rouyn-Noranda, joué Québec, Rouyn-Rimouski. Son père était aussi un excellent patineur. Malik, dans le fond, un gros bonhomme, explosif, capable de jouer physique, même si ce n'est pas lui qui va préconiser ce style-là. Il aime donner des mises en échec. Tu le vois qu'il aime ça. Là. Un jeune qui frappe, qui se replace les coudes, qui retourne dans le jeu, fier de son coup. Tu vois là, que c'est quelque chose qui ne craint pas du tout. La principale chose sur laquelle il doit travailler, comme tous les défenseurs de cet âge-là, ben, c'est son positionnement sur la rondelle dans sa zone. De temps en temps, c'est un jeune qui a un patin exceptionnel. Fait que lui, point A, point B, là, c'est une fraction de seconde, mais il faut qu'il revienne aussi. Il ne faut pas qu'il se sorte du jeu. De temps en temps, il est attiré par la rondelle. Fait qu'il faut qu'il apprenne à être plus stable, plus calme dans sa zone, puis ne pas chercher à tout prix à virer la game à l'envers là, sur une seule montée, par exemple. Là, ça peut fonctionner dans le hockey mineur, parce que c'est impressionnant quand tu vois un jeune de cette qualité-là de patinage et ainsi de suite. Mais c'est certain que quand il va arriver à notre niveau, les entraîneurs vont dire « Oh, attends un petit peu, il faut que tu apprennes à doser. » Mais il y a des qualités qui sont indéniables, que ce soit son patin, son lancer, son maniement de rondelle, sa vision offensive, la façon qu'il voit la game, là, puis tout ça. Là. Puis ça, c'est indéniable. Puis c'est un jeune qui joue avec passion. Il aime vraiment ça. Fait que j'ai pas de raison de croire que... Tu m'as dit que ça va bien aller. C'est un jeune
easygoing, puis il ne pose pas de questions, puis on s'en va par là, puis il est plaisant à côtoyer. Je suis convaincu que c'est des jeunes, lui ou Alexis, ils vont arriver dans une chambre junior majeure, puis ils vont facilement identifier quels sont les vétérans auxquels je dois me coller et apprendre. Puis il va être apprécié rapidement. C'est des jeunes qui sont intelligents, ils savent comment ça fonctionne autour d'un vestiaire, puis j'ai aucune inquiétude dans leur cas. Mais en le cas d'Antoine, Antoine Provencher, c'est différent. Antoine, probablement Antoine, c'est pour la majorité des gens, c'est peut-être un nom qui avait peut-être même jamais entendu. Là. Pas que de monde qui ont dit crime, comment ça que lui? Mais Antoine, c'est le genre de. Tu sais, quand on dit un gars qui joue de la bonne façon, ben, dans le dictionnaire, jouer de la bonne façon, là, tu peux mettre sa photo puis son nom. Antoine, c'est comme ça. C'est un centre droitier. Il est excessivement solide sur ses pieds. Bon changement de direction. Très responsable. Il remporte la majorité de ses mises au jeu. Il sait être le troisième homme dans toutes les situations. Sa tête à bouge. Il prend de l'info. Il a un bon lancer. C'est le genre de joueur que les entraîneurs vont adorer. Tu sais, c'est vraiment un joueur complet. C'est le genre de joueur, tu vas aller le voir à l'aréna, puis tu vas dire, ça, on ne l'a pas vu. Mais pourtant, c'est tous les petits détails qui va faire la différence. Et ce genre de joueur-là, c'est à partir du moment où tu vas apprécier son style de jeu, tu vas tomber en amour avec. Puis, c'est probablement ce qui va arriver là, au cours de sa carrière junior. Tu sais, je suis à peu près convaincu que ces trois joueurs-là, quand ils vont arriver dans leur année d'éligibilité pour la Ligue nationale dans 2 ans, ben, les trois vont être décortiqués de long en large, mais complètement pour des raisons complètement différentes. Puis, Antoine, ce qui est particulier, c'est que si, par exemple, vous retournez, regardez les statistiques du M15-3A d'il y a 2 ans, pas la dernière saison, ben non, il n'est pas dans les 5, 6, 8 premiers pour une raison bien simple. Il a joué à peu près la moitié de sa saison avec le M17-3A. Il a joué avec son équipe régulière dans le M15, puis il a joué à peu près la moitié de la saison avec le M17-3A comme joueur affilié. Fait que c'est peut-être ça qui fait que pour la majorité des parents des joueurs nés en 2009, Provencher savent c'est qui, mais peut-être pas tant que ça. Puis si tu parles avec les entraîneurs de la Ligue M18-3A, parce que moi, je me plais à faire ça, puis moi, je dis souvent aux entraîneurs avant les parties, mettons, je vais aller jaser avec le coach au séminaire, par exemple, ou avec le coach à Blondin, peu importe. C'est qui le joueur contre qui tu joues, puis tu dis tout le temps, et lui, il est bon, pas à peu près, puis je ne suis pas sûr que tout le monde voit. C'est toujours Provencher qui revient. Toujours. C'est pas le plus flamboyant, mais c'est un gars qui est excessivement compétitif, qui est utile, droitier. Moi, je suis très à l'aise avec cet ordre-là. Encore là, est-ce que ça va sortir comme ça? Je ne le sais pas. Ça dépend ça dépend des besoins des équipes, ça dépend. Mais j'ai des bonnes raisons de croire que ces trois joueurs-là vont être des joueurs d'impact assez rapidement là, dans nos équipes, là, puis que ils vont devenir des joueurs de concession. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour ton temps à la base. Merci d'avoir été là encore une fois. Je te dis déjà à l'an prochain parce qu'on réglera ça en coulisses, mais j'aime trop ça. J'aurais pris 2 heures de ça. Merci beaucoup, sincèrement, de nous éclairer comme ça à chaque année, puis de ton temps, d'être aussi généreux avec nous. On va suivre tout ça de très près. On va être en live pour tout ce qui va être repêchage. Et on va avoir une pensée pour toi pendant ce jour-là qui va être assez long pour tout le monde et assez chargé. Donc, merci beaucoup et on se dit à la prochaine, Pierre. Merci de m'avoir invité et merci de couvrir les activités de notre ligue. C'est très apprécié. Toujours un immense plaisir. Parfait, Émile. Bonne fin de journée.